C'est sûr que je m'attendais à mieux. Je serai à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Drama hors notre drama. Niveau ponctualité, c'est pas encore ça. Ça doit pas être une flèche. Ils sont vraiment originaux, ces Bretons. Je vois ça comme une opportunité à saisir. Eh bien, ce sera un honneur de faire front avec vous. Mais elle a les poings serrés, on sent qu'elle est déterminée, qu'elle sait où elle va et qu'elle sait ce qu'elle veut. Nous revoici. Alors on va commencer avec le petit jingle de présentation du jeu. Allez. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Monsieur Gobelin, que peux-tu nous dire un petit peu sur le jeu Pendragon? Oui, alors, Pendragon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et je suis pas du tout en train de meubler le temps de retrouver mes notes. Ça se saurait. C'est un jeu, du coup, d'un certain Greg Stafford, qui a fondé une petite maison d'édition pas très connue qui s'appelle Chaosium. Je sais pas si vous connaissez. Qui a notamment édité un petit jeu indé pas très connu qui s'appelle l'Appel de Cthulhu. Voilà. Donc blague à part, c'est un jeu qui date de 85, qui était édité chez Chaosium, de la maison d'édition de Greg Stafford, donc, et qui avait été traduit à l'époque en France par Gallimard, parce que ils étaient traducteurs de livres. Ça peut être surprenant de se dire tiens, Gallimard traduisait le JDR. Je savais pas. Parce qu'il traduisait les livres dont vous êtes le héros, qui traduisent encore d'ailleurs. Voilà. On Après, je vous passe les péripéties, mais il y a eu plein d'éditions successives avec des changements de boîte d'édition. C'est passé dans une boîte qui s'appelait Green Knight aux USA, puis ça a été racheté par White Wolf, qui a fait la 5e édition. En France, c'était traduit par Oriflamme, et puis après par d'autres. Bref, je vous passe les détails. Mais en fait, là, on est vraiment sur un retour aux sources, tant dans la DA que dans un peu les règles, que dans l'édition, finalement, parce que la licence est revenue dans le giron de Chaosium, qui nous livre cette 6e édition en anglais. Et quant à la traduction, elle est faite par Studio Dead Crows, donc fondé en 2005. Ils ont plusieurs jeux à leur actif. Ce qui est assez original et ce qui est cool, je trouve, c'est que à la différence de certains autres studios qui font que de la trad, eux ils font de la trad et ils font aussi des jeux en langue française. Donc par exemple, c'est eux qui ont fait Donjons et Satons. Je crois que tu avais eu on avait joué avec Clément, voilà, de passage sur la chaîne. Donc ils ont plein d'autres jeux, ils ont La Chute de Delta Green en campagne, ils ont Cthulhu no Kami, Monster of the Week en traduction. En jeu français, ils ont je crois que c'est français au départ, Colonial Gothic, qui est un jeu qui n'intéresse personne, je pense, à part des gens comme moi, parce que c'est un truc qui permet de jouer en Nouvelle-France au 18e. Voilà, ça vous donne envie, avouez. Pardon? Pourquoi pas? Je connaissais pas, mais pourquoi pas? Ouais, c'est pas un jeu, c'est un jeu un peu niche. Et puis Teku Magulch, qui est un jeu de western aussi que j'aimerais bien faire sur la chaîne un jour. Wink wink. Le Kickstarter, donc alors j'ai pas trouvé, peut-être que je l'ai raté, mais je crois pas qu'il y ait eu de Kickstarter pour la VO, même s'ils ont fait d'autres Kickstarter après pour rentabiliser la licence Chaosium. Donc ils ont fait un truc avec un jeu de plateau et puis un autre avec une espèce d'édition classique qui est une réédition de la première édition de Pendragon, bref, de toute façon. Par contre, il y a eu un Kickstarter pour la trad, donc de Dead Crows, qui a plutôt très bien marché, puisqu'ils ont récolté 172 000 euros de 900 souscripteurs. C'est un joli financement. Un beau score. C'est pas mal, hein. Ils ont explosé le truc, ils ont été financés à 860%. Voilà pour la présentation éditeur. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez déjà joué Caprice, Julien et Amaras à Pendragon? Pas du tout. Comme dit, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'y ai jamais joué. J'y ai joué, j'étais tout petit. Je crois que je devais avoir 12 ou 13 ans. Oh. C'est vrai? Ouais. Je savais pas ça. Il y a très longtemps. Il y a très très longtemps, sur les vieux livres, justement. Donc, je me rappelle absolument pas de... Quoi? De ce que j'ai fait. Je ne sais pas du tout. Moi, je suis très curieuse de l'ambiance que ça donne, en fait, du
à quel point c'est sérieux et à quel point il y a la place pour du totalement Ouais. chaotique. Alors, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de ça, mais outre parler d'éditeur et de quand ça date, on aurait peut-être pu commencer par ça en fait, excusez-moi. Si tu veux parler de l'univers, c'est j'ai jeu un qui permet de jingle, jouer sache-le. donc dans le- Le jingle. Ah. Attention, alors je vous parlerai bien de l'univers après ce court jingle. Jingle. La production C'est value est insane. Ouf, ça rigole pas. Le budget Le incroyable. budget, J'adore. le budget qui C'est un s'évapore. running gag pour moi, ça. Et donc, tu allais nous parler de l'univers. Tout à fait. Donc Pendragon permet de jouer dans l'univers des romans de la table ronde ou de la légende arthurienne, tout ça c'est un peu la même chose. Alors je vais faire un petit résumé rapide parce que c'est pas forcément un truc qui parle à tout le monde. Enfin, je pense qu'on a tous des images de ce qu'est voilà, Merlin, la table ronde, tout ça, notamment à cause de Disney. Mais en gros, à la base, ce sont des récits qu'on estime autour d'une figure qu'on pense peut-être avoir existé, même si c'est toujours débattu parmi les spécialistes, qui serait donc un certain Arthurus, donc un chef de guerre romano-briton au VIe siècle. Et en fait, le paradoxe des romans de la table ronde et ce que Pendragon assume pleinement, c'est que c'est un jeu qui est par nature complètement anachronique. C'est-à-dire qu'on va jouer des chevaliers du XIIe en fait. Donc ils ont des cottes de mailles, ils ont des chevaux, ils ont des aumes, ils ont tout ce qui est des chevaliers du XIIe, ils ont l'amour courtois, ils ont le code de chevalerie, mais transposé à une époque complètement différente, qui est la Bretagne du VIe siècle, donc qui est la Bretagne post-retrait de Rome, qui fait face à des pressions migratoires / d'invasion qui viennent en fait de divers endroits. Au sud-est, ils se font attaquer par les Angles et les Saxons, qui donneront plus tard du coup l'Angleterre, enfin les peuples anglo-saxons une fois que l'invasion sera complète et que l'assimilation sera terminée. Spoiler. Il y a également une pression qui vient du nord, qui sont des peuples celtes également, mais des peuples celtes qui étaient séparés en fait de la Bretagne par le mur d'Adrien, du temps des Romains. Donc ça, ce sont les Pictes au nord et les Scots qui viennent d'Irlande. Oui, les Scots viennent d'Irlande, ils viennent pas d'Écosse, me demandez pas, c'est pas logique, c'est comme ça. Parce que je crois qu'en fait, les Scots ont envahi l'Écosse, qui leur ont donné leur nom après. Bref. on s'en Comme vous fiche. pouvez le voir, ce monsieur n'aime Et pas puis- l'histoire. Et puis dernière. Non, bah du coup, voilà, c'est tout. Donc c'est un peu l'histoire de ces gens-là. C'est une vraie période qui a existé et c'est hyper intéressant parce que c'était des personnes qui concrètement étaient dans l'Empire romain, étaient des romano-britons. Donc les élites étaient assez romanisées comme les Gaulois en fait, hein, comme les Gallo-romains. Donc ils avaient, les Romains ils ont fait ce que les Romains font, hein, donc ils ont collé un colisée, un théâtre, des thermes et puis on a fait comme à Rome quoi, des routes pavées et puis des villas. Et du jour au lendemain, l'armée romaine fout le camp et imaginez que du jour au lendemain, les forces de police, l'armée, la justice et toute l'administration dégagent. Voilà. Et vous vous retrouvez un peu tout seul à devoir gérer ça. Et c'est marrant parce que Voilà pour la partie contexte. dans les jeux qu'on a évoqués comme possiblement à faire en kit d'initiation, parce que moi j'adorais le jeu de plateau et je crois qu'Amaras a fait le jeu vidéo, il y a Tented Grail qui est aussi basé sur le folklore arthurien en partie. Et peut-être qu'on le fera un jour et ce sera marrant de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont gardé ou pas aussi de l'interprétation. Ouais. Et je crois qu'Amaras, toi, t'avais beaucoup adoré aussi Tented Grail dans l'univers. Moi, c'est un univers que j'adore. Le JDR, j'ai sauté dessus dès que j'en ai eu l'occasion. C'est C'est ce qui me semblait, qu'on avait pledge tous les deux. une petite pépite. Et Julien, t'as l'air de connaître aussi Alors, Tented Grail. C'est ça qui est cool. Il me semble, si je dis pas, là j'étais en train de chercher sur Steam et je crois que j'avais testé le truc, mais je crois que je confonds peut-être avec un autre jeu vidéo là-dessus. Là, récemment, j'avais testé un peu Sword, qui est un Hades version ambiance arthurienne, mais qui est vraiment une version Wish de Hades, quoi. C'est mal fait dans tous les sens. Donc j'avais beaucoup d'espoir quand j'ai vu le truc. Ça peut être sympa parce que tu combats tous les chevaliers de la table ronde, Arthur a mal tourné, tout ça. Mais bon, c'est pas. Ouais, c'est pas ça, je pense. Ils l'ont fait vite, quoi. Ils l'ont fait très vite. Et Gobelin, j'ai une question. Un peu Ouais. lore, un peu. Toi qui es fan de Camelot, est-ce que tu penses que le crowdfunding FR de Pendragon, il a aussi bien marché aussi parce qu'il y a une base fan Camelot et donc de fans arthuriens énorme, ou que ça n'a rien à voir et que c'est pas tous les mêmes profils? Et les autres d'ailleurs, la question ça bah, m'implique aussi à vous. Hein.
Si vous avez une Bonne opinion sur ma question nulle. Moi, j'ai plutôt Tu peux croisé répéter des la thèmes. question? Moi, j'ai rien compris à ta question. Pardon. On veut bien répondre, on veut bien répondre. Ma question, c'était est-ce qu'on pense que le crowdfunding et Pendragon marche aussi bien l'univers Grâce à Kaamelott arthurien, notamment parce que effectivement Kaamelott cartonne. Il y a eu une influence de toute façon, il y a eu un apport, c'est sûr. Après, bon, vu que Kaamelott est un peu dans la houle en ce moment, bon, disons que le travail a été fait en amont, je dirais. C'est pas forcément le Kaamelott de maintenant qui donne envie, c'est tout le travail qui a été fait en amont sur la génération avant. Ouais, je pense qu'il y a de ça, mais il n'y a pas que de ça, parce que c'est vrai que le mythe arthurien, c'est un mythe qui est quand même vachement répandu, qui est très accessible en fait. Donc pour moi, il n'y a pas que Kaamelott qui bénéficie à ça. Je sais plus qui c'est qui avait fait une comparaison en disant, bah, de toute façon, Star Wars, ça reste des chevaliers de la table ronde dans l'espace avec les épées, etc. Donc de base, bon, le concept de l'aventure, du coup, chevaleresque, machin, tout ça, la gloire, l'honneur, le code, ça a toujours marché. C'est vrai. Et Gobelin? Alors moi, je suis un peu influencé par les MJ que j'ai connus qui maîtrisaient du Pendragon, et eux m'avaient dit un peu le contraire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Kaamelott était sorti, ils estimaient qu'il était plus possible de maîtriser du Pendragon avec l'ambiance Ouais, que ça t'aurais partait eu sur la avant comédie. Kaamelott. Voilà, parce que Ouais, c'est voilà. quand même c'est un jeu qui est Trop parodique, quoi. pas du tout humoristique. Hein. On est à fond dans jouer des chevaliers valeureux, avoir des dilemmes moraux, des conflits d'idées de chevalerie, etc. Donc je pense qu'au contraire, si tu joues avec des hardcore fans de Kaamelott, si dès que le Seigneur Perceval se pointe, tout le monde pense que c'est un débile qui dit Les c'est pas faux. couillères, les Arthur Couillard, tous les 2 secondes, Voilà. là, on en a gros imbuvable, quoi. C'est pas moi qui Voilà, voulais voilà, faire, voilà. hein, ça tombe bien. Mais après, Non, non plus. Pas moi non plus. ça peut arriver. Hein. Je vous cache pas que la première fois que vous allez croiser un Burgonde, il y a moyen qu'il parle avec un accent. Il y aura un réflexe, quoi. Oui, oui. Et, donc je pense Déjà, pas que rien ça. que moi qui ai pas les refs et qui suis pas fan de Kaamelott, quand j'ai lu Carmélide, déjà, même moi j'ai eu des refs, alors autant vous dire. Non mais très bien. D'autres choses à nous dire ou tu voulais parler du système un petit peu? Ouais. Parlons J'ai du pas de système. jingle pour le système, on avait plus de budget. Quoi? On a mis tout dans Comment les ça se fait? sacs, Je viens de me rendre compte qu'il On a faut qu'on rajoute un jingle. Je vais en parler au producteur. Le système. Eh bien, Ah, ça manque. alors, Ça manque. Vas-y, Chaosium, continue. qui d'habitude est partisan des systèmes simples, a fait un système de base qui est simple. Vous verrez que quand on rentre en bataille, ça l'est nettement moins. Donc c'est la plupart des jets, la totalité des jets en fait, se font avec du D20. Vous devez faire inférieur ou égal à un score. Et ce score peut être un trait, une passion, ou une compétence, ou une caractéristique. Comme vous voyez, les feuilles sont à volets, ce qui est très joli et très pratique Ah bon. quand il faut les scanner. Une fois que vous avez fait votre jet, tout dé qui fait égal ou inférieur au seuil de difficulté est un succès. Plus vous avez de points dans la compétence, plus vous avez de chances de marquer. On retrouve des petits points communs avec le système basique, qui est le système de Cthulhu. Par exemple, quand vous allez faire des succès critiques, des échecs critiques, ou de façon générale, quand vous cochez de l'expérience, en fait, vous cochez la compétence. Et en fin d'année, vous ferez des jets de progression pour toutes les compétences que vous avez cochées. Voilà. Et ce que je trouve très original, assez marrant pour le MJ, et il faut voir par contre si c'est pas générateur de frustration pour les joueurs et les joueuses, donc vous me direz, c'est qu'en fait c'est un jeu où vous vous retrouvez obligé par les traits de caractère que vous avez définis pour votre personnage à la création de perso. Donc si vous regardez vos feuilles de personnage, vous verrez que vous avez un certain nombre de traits qui fonctionnent en fait en opposition. Leur somme est toujours égale à 20, donc par exemple si vous avez chaste 13, vous avez luxurieux 7. Ouais. Ils sont toujours en paire. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de moments en fait où c'est votre personnage qui va choisir lui-même ce qu'il fait. Vous allez faire un jet, par exemple, vous êtes à un banquet, et donc là on va aller regarder le trait de sobre, bon vivant, et on va faire un jet pour voir si vous arrivez à être sobre ou pas. Et si vous échouez, on va faire un jet pour savoir si vous êtes bon vivant ou pas. Si vous échouez les deux, vous avez le choix. Si vous faites un succès sur un des deux, vous êtes obligé d'agir en accord avec ce trait. Et ensuite, il y a un certain nombre de traits qui sont considérés comme célèbres, c'est-à-dire qui définissent votre personnage. C'est quand ils sont à 16 ou plus. Et il y a des traits qui sont exaltés, c'est quand il y a un trait qui est à 20. Voilà.
Donc, Ah ouais. En gros, le trait à 16, vous êtes toujours obligé d'agir Ah merde. en accord avec ce trait par défaut. Oui, ok. Et le trait exalté, ah oui, et non, alors le trait célèbre, par défaut, vous devez faire ce que le trait vous demande de faire, mais vous devez faire un jet si vous voulez, en gros, échapper à votre trait. Le trait exalté. Et célèbre veut dire que les gens nous connaissent comme étant comme ça? C'est connu? Oui. ou... Oui, oui. Ok, Ah, super. Génial. je Ça sais peut pourquoi être on me connaît. Robert le paresseux, par exemple. Tu vois. Super. Ouais, j'ai le meilleur. Pas Le sûr. meilleur. Alors, c'est ça qui est amusant aussi, c'est que dans l'évolution de votre personnage, vous aurez l'occasion de modifier ses traits. Les traits, comme n'importe quelle compétence, peuvent prendre de l'XP. Par exemple, si vous agissez de façon particulièrement énergique, particulièrement honnête, particulièrement indulgente, ou à l'inverse cruelle, égoïste, ou de façon trompeuse, ça va cocher les traits et vous aurez un petit jet pour voir s'ils augmentent. Ça a l'air très Dernière cool chose. ça en vrai. J'aime Ouais, bien, ça, c'est j'aime bien le Ouais, concept. ouais. Alors c'est cool, Pas mais je mal. pense que ça peut être frustrant pour certains joueurs, tu vois. De dire non, tu fais pas ça, ton perso fait ça. Bah, ça donne une cohérence aussi, tu vois. Tu peux Mmh. pas juste Oui. dire lol, là le clodo, je le tabasse. Ouais, alors t'es censé être un chevalier en fait, quand même. À un moment, on va se. Ça permet une cohérence aussi, mais forcément, oui, ça permet moins de. Bah ouais, ça rejoint ce que tu disais sur Camelot de bah ouais, non, on n'est pas là pour le grâce et la vie, on va Voilà. se calmer quoi. C'est ça. Mm. Autre truc marrant, il y a des passions que vous pourrez invoquer. Je vous expliquerai comment vous pouvez faire, mais en gros, si jamais l'objet de votre passion est proche, vous pouvez essayer de gagner un buff. Alors c'est un peu qui tout double, parce que soit vous avez un buff, soit vous avez un malus. C'est-à-dire que vous pouvez devenir mélancolique ou fou. Oui, vous pouvez perdre votre personnage à la première session sur un jet de dés. C'est ce genre de jeu. Ah d'accord, c'est Darkest Super. Dungeon en fait ton jeu. D'accord. Ah, il y a de ça. Nice. Ok, cool. Voilà. Et ensuite, il y a une mécanique assez fun d'honneur et de gloire. Donc l'honneur fonctionne un peu comme l'honneur dans L5R, si ce n'est qu'il est moins public. C'est votre conception de ce qu'est un comportement honorable. Et pareil, faire un peu gaffe ici. Donc normalement, quand vous commencez chevalier, vous commencez avec un honneur d'au moins 15. Si jamais à un moment dans le jeu vous tombez à 5 ou à moins de 5 en honneur, vous n'êtes plus chevalier. Ah, c'est tolérant 5. Je m'attendais à un Ça va. moins de 10. 5, Non. tu peux quand même avoir des casseroles avant qu'on te dise monsieur, faut partir. Alors ça descend très vite. Hein. Tuer un prisonnier des armées, c'est 5 points. Ok, non, ça va Tuer alors. un- Non, j'ai rien dit. Ok. Ah ouais. Tuer un Big Fabula, tuer un chevalier des Absartec en armées. vrai. C'est bon, c'est ok en fait. Oh la vache. Ok, celui qu'il va falloir surveiller, d'accord. Il est où l'honneur sur la fiche? Je vois pas Dans le... Passion. Moi, il est dans Il est dans Passion. passion. Ouais, sous Je les cherchais traits. aussi, ouais. Ah oui, ok. Ça marche. Qu'est-ce que dire d'autre Les feuilles sont très belles. Enfin, moi, en papier, Ouais, comme ça, c'est c'est très Ouais, joli. la DA est cool. La DA est très belle. Très joli. Je suis d'accord. Après le reste on découvre. Ah si, la gloire, parlons de la gloire. Alors la gloire c'est marrant parce que C'est un truc écrit qui où, va pardon, la augmenter- gloire? Tout en bas. La gloire Non, c'est écrit Ah oui, en bas à droite. C'est pas ça. En bas de la Ah. session. en bas à droite, Non, gloire totale, c'est première page. en première page. Je répète juste le dernier truc que la personne a dit. Hein, donc, Ah oui, ok. la gloire qui CC, c'est en fait la renommée de votre personnage. Et renommée, qui es-tu renommé? Voilà, on a fait la réplique de Camelot nécessaire. Je connaissais pas. Un marron. On sait. Donc la renommée, la gloire, en gros, ça va déterminer à quel point votre personnage est connu et ça augmente en fonction des événements auxquels vous assistez et des actes que vous faites. Il faut le temps qu'elle se propage, donc tous les gains de gloire ne seront comptés qu'en fin d'année, un peu comme les gains d'XP. Et en gros, à partir de l'année suivante, vous pouvez être connu pour la gloire que vous avez faite. Et vous avez également droit à des récompenses de gloire lorsque vous dépassez certains seuils de gloire. Voilà. Mais ça, c'était déjà le le cas reste- à l'époque, ce côté un peu saisonnier, je me rappelle. Ouais. De, Ouais, on tu fait des les saisons, trucs il y a un pendant la petit côté saison. Terre- Exactement. Un petit côté Terre saga un peu quoi. Ouais. Toute cette phrase absolument Et formidable. est-ce que tu sais, juste, parce que c'est peut-être pas expliqué dans le kit d'initiation, mais un des souvenirs que j'avais aussi d'une des premières éditions du jeu, c'est que tu pouvais jouer après tes descendants. Tu avais un système vraiment de gestion de Oui. lignage. Mmh. Ah, c'est exceptionnel. Tu joues avec la Alors, honte un de ton Crusader père, King, il tu en a joues à un Crusader oh, King, en non. Ouais, ceci dit, quand ton personnage il a 13 ans. Non, il a pas 13 ans. Mais ouais, non, tu vas me dire. Non, mais c'est ça, je crois Ouais, que alors, c'était les c'est Camille, à toi qui domaines, la appuie. gloire, etc. en gros. Il est pas dans les règles de base. Ouais, logique. Du kit. Angoisse. Même s'il parle de la phase d'hiver, qui est un peu le prélude de ça, mais effectivement, il y a une composante gestion de domaine Hmm. et gestion de descendants.
Ok. Parce qu'en fait, le cœur de la campagne de Pendragon, c'est ce qu'on appelle la campagne de l'enfant roi, où vous allez suivre l'évolution d'Arthur depuis le moment où il retire l'épée jusqu'au moment où il se fait porter le coup fatal, en général par son neveu Mordred, sauf si vous jouez dans une uchronie. Donc, nécessairement, vous allez avoir des chevaliers qui vont potentiellement être sur plusieurs générations. Ok. Eh bien, Voilà. merci pour ces explications. Est-ce un que, peu. si nous sommes prêts, j'ai un petit jingle pour la partie. Allez. Ah, Quand même. Et on se retrouve Let's en go. jeu. Bonne partie à tous les 4. Et, Bonne game. et petit jingle. C'est parti. Nous sommes en 510 après Jésus-Christ, sur l'île de Bretagne, plus précisément dans le royaume de l'Ogre. Voilà 30 ans déjà que le dernier haut roi, qui avait réussi à unir toute la Bretagne et qui recevait l'hommage de loyauté et de service de l'ensemble des rois de l'île de Bretagne, est mort. Ce haut roi avait pour nom Ambrosius Aurelius, et c'était il y a 30 ans. Il fut succédé par un certain Uther Pendragon, qui, bien que n'ayant pas la dignité nécessaire d'Aurelius Ambrosius, car il n'avait pas réussi à retirer l'épée qu'on appelle Claran, que Ambrosius avait scellée dans la pierre à sa mort en déclarant que quiconque parviendrait à la retirer obtiendrait le titre de haut roi. Uther Pendragon avait pris sa suite comme roi de l'Ogre, et en tant que roi de l'Ogre, il avait continué à tenter tant bien que mal de défendre son royaume. Il faut dire que c'est une époque particulièrement sombre. Voilà près d'un siècle que les Romains se sont retirés de l'île, lorsque les invasions des Angles et des Saxons ont commencé, et que les citoyens romano-britons ont envoyé des courriers vers Rome pour demander de l'aide, en tout cas vers la Gaule, vers l'Aquitaine. La réponse qui est revenue était sans appel. Vous êtes seul. Uther a tant bien que mal repoussé les avancées des Saxons, mais à son tour, il y a 15 ans, il est mort. À la mort d'Uther, nombreux ont été les barons et les comtes à vouloir revêtir la couronne de l'Ogre. Personne n'y est parvenu. Et le royaume a bientôt sombré dans le chaos et les guerres civiles. Aujourd'hui, chaque noble, chaque baron, chaque comte est jaloux de ses prérogatives. Les commandements qui étaient ceux de la chevalerie, qui autrefois étaient au firmament sous Aurelius Ambrosius et Pendragon, ont été largement oubliés. Et il semble que les chevaliers aujourd'hui ne cherchent guère que leur profit personnel ou celui de leur seigneur immédiat. Un appel dans toute la population pour que les choses changent a grandi, si tant est que les barons ne peuvent plus décemment ignorer ces aspirations du peuple à avoir un nouveau roi qui puisse les aider. Si ce n'est un haut roi, au moins un roi de l'Ogre. C'est la raison pour laquelle, en 7 ans de grâce 510, le conseil des bourgeois de la ville de Londinium a offert l'organisation sous l'égide de l'archevêque de Bretagne, Dubricus, a organisé ce qu'on a appelé le tournoi de l'épée. Le nom n'est pas choisi par hasard, puisque ce tournoi devait en quelque sorte substituer cette épée qui n'a jamais été retirée du rocher et qui paraît aujourd'hui être une plaisanterie des dieux, ou du dieu, en fonction de votre allégeance. Mais en tout cas, le mot a parcouru la Bretagne, même au-delà des frontières. Nombreux sont les chevaliers saxons, bretons, grands-bretons, pictes, à venir pour s'affronter. Toutes et tous, autant que vous êtes, vous vous rendez à Londinium pour
participer à ce tournoi et espérer peut-être obtenir le titre de au roi, à minima de roi de l'ogre, ou au moins vous couvrir de gloire dans un des nombreux tournois et peut-être pour certains trouver un protecteur parmi les barons et les comtes qui seront rassemblés dans la ville. Je vais vous demander, s'il vous plaît, un petit jet. On va commencer tout de suite pour déterminer qui est-ce qui va arriver en premier. De valeureux. Non, de énergique, s'il vous plaît. Donc vous avez un jet sous le trait énergique. Donc on lance le D20, c'est bien ça, pour l'instant. Vous lancez un D20. Ok. Donc plusieurs possibilités. Soit vous faites moins, auquel cas c'est un succès. Soit vous faites plus, auquel cas c'est un échec. Soit vous faites pile la valeur de votre trait, par exemple 15, auquel cas c'est un succès critique. Soit vous faites un 20, c'est un échec critique. J'ai fait 17 sur 10, ça marche pas trop. Donc c'est C'est un réussi. échec pour Julien. J'ai fait 18 sur 15. Donc c'est un échec également pour Amaras. J'ai fait 4 sous 10. Voilà. 4 pour Caprice. Et j'ai fait 7 sous 16. Très bien. Alors, chose amusante, pour départager les égalités, c'est le score le plus élevé qui l'emporte. Ça permet en fait que si vous avez beaucoup dans la compétence, vous avez Oui. plus de chances de l'emporter que l'autre. Parce que si vous êtes à succès équivalent, il y a de fortes chances puisque votre voilà. Ok. Bref, c'est comme ça. Du coup, dans la logique des tests de traits, parce que ça s'appelle un test de traits, je vais maintenant demander aux deux personnes qui ont échoué, à savoir Julien et Amaras, un jet dans le trait opposé, qui est le trait de paresseux. s'il vous plaît. Ok, moi j'ai 10, donc ça va être facile. Ah, c'est J'ai fait celui- 7. C'est celui que t'as pas envie de réussir. Ouais, j'ai fait 7. J'ai réussi. Très bien. Donc succès paresseux. Faut taper la route, frère. C'est bon. J'ai C'est fait bon, la 15. flemme. T'as fait combien? T'as fait. 15. Donc t'as échoué. Ok. Donc c'est très simple. Vu que tu as échoué à ton jet de comment dire, C'est paresseux. d'énergique et échoué à ton jet de paresseux, tu peux choisir de ton attitude. Donc est-ce que tu veux être à l'heure ou pas? À l'heure, oui, bien sûr. Enfin, à l'heure, il n'y a pas d'heure, mais à quelle heure est-ce que tu veux rentrer dans la ville de l'aube Je pense que j'arriverai un peu après l'aube, ouais. Très bien. Donc ça nous donne un ordre. Je Donc, pointe ce à sera 18h. Val, Elle est où l'épée? Celui de Caprice, C'est bon. celui d'Amaras, et puis on reviendra vers Julien plus tard. Commençons par Val. J'ai nommé Sir Évrin. Évrin, c'est bien ça? C'est ça. Très bien. Tu es parmi les premiers chevaliers à arriver en ce matin du début du tournoi de l'épée. Devant toi s'étendent les majestueuses murailles romaines de la ville de Londignan. Est-ce que tu peux te décrire, s'il te plaît, Évrin? Oui. Je suis un homme entre 20 et 25 ans, plutôt jeune dans la force de l'âge. J'arrive avec ma tenue d'apparat et on remarque assez rapidement quelqu'un justement assez observateur qui a un petit peu du mal à tenir sur son cheval, qui regarde dans pas mal de directions. Un visage un petit peu rond avec des fossettes très marquées sur un petit sourire en coin qu'il a tout le temps. Des yeux assez clairs qui ressortent, assez rieurs, et des cheveux mi-longs un petit peu en avant qui prennent souvent le vent. Il passe pas mal de temps à essayer de les écarter pour quand même revoir un petit peu quelque chose. Et il a pas forcément... Enfin, il porte son écu, qui est un fond bleu avec 3 étoiles dorées. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au-delà de ces couleurs qui semblent être les siennes, son héraldique à lui, autour de sa lance, il y a un petit mouchoir vraiment de tissu assez élégant qui est noué et complètement blanc, enfin en tout cas qu'il était certainement à l'origine, qui est un petit peu sali maintenant, complètement blanc et sur lequel on peut voir une tour, complètement noir, sur lequel on peut voir une tour blanche dessus.
Et quand je regarde, quand j'arrive, je salue tous les gens que je croise. Et j'ai l'air d'observer un petit peu cet endroit dans lequel on arrive. Tu entres donc dans Londinium. Donc tu passes sous les murailles romaines. Et en toute logique, tu vas arriver... De quelle direction est-ce que tu arrives? Du nord, de l'est, de l'ouest? Alors, c'est une très bonne question. J'arrive de Escavalon. Mhm. Du coup, je n'en ai absolument aucune idée. Et bah moi non plus. Et bah du coup, on va faire un... je vais me raccrocher à un truc que tu as dit. Alors que ce mouchoir blanc orné d'une tour blanche flotte sur le bout de ta lance, il fait écho à une autre construction que tu aperçois en premier alors que tu t'apprêtes à rentrer par la vieille porte de Londres, dite The Old Gate. Et tu distingues à ta gauche ce qu'on appelle la tour blanche, précisément. Ah. Qui est une ancienne construction du roi Uther Pendragon lui-même, qu'il avait érigé dans le but de renforcer les défenses de la cité, sur la base d'une tour romaine préexistante. Bah, je pense que je m'en rapproche, enfin je me dirige dans cette direction, dès lors. Surpris un petit peu, je connais pas forcément, donc je suis assez curieux et je pense que je dirige mon cheval au pas, tranquillement, dans cette direction. Tu vois que les murailles sont garnies de gardes qui n'ont pas l'air d'être spécialement sur le qui-vive. Néanmoins, avec la présence d'autant de chevaliers, les portes sont gardées soigneusement fermées. Un garde te hèle et te dit « Oh là, sire chevalier, voilà bien matinal !» Mon ami, je suis Sir Evrin. C'est un plaisir de visiter votre si belle cité. Ah, me merci. permettriez-vous de contempler cette tour de plus près? Alors il peut difficilement te le refuser. Il dit, oui, néanmoins, sachez que la mêlée doit commencer à midi. Elle est à l'autre côté de la ville. Je ne voudrais pas que vous soyez en retard. Je serai à l'heure. Ne vous inquiétez pas, mais je vous remercie pour votre sollicitude, mon ami. Ok. À tout hasard, Oui, messire. pouvez-vous me dire si une délégation, celle de Dame Morcade, est déjà arrivée? Dame Morcade? Exactement. Oui, je crois qu'elle fait partie des nobles dames qui veulent assister à la mêlée. Oh. Alors vous avez raison, je ne devrais pas être en retard. Et je fais demi-tour et je me dirige en direction de la zone de mêlée. Mieux vaut la vraie tour blanche que la pâle copie, n'est-ce pas? Merci, mon ami. Le garde s'incline respectueusement et a l'air manifestement soulagé de ne pas avoir à demander à son supérieur d'abaisser le pont-levis. Arrive ensuite Dame Linel. Yes. À quoi est-ce que tu ressens? Alors, Dame Ninel est une jeune femme assez jeune. Elle semble avoir à peine la vingtaine. Elle est blonde, avec des cheveux assez longs et étonnamment assez soignés. Elle est à cheval. Elle porte une cotte de maille assez lourde, assez imposante et un tabard de couleur or et argent avec un aigle. Et en fait, si on regarde un peu plus près, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que sa cotte de maille a l'air un poil trop grande pour elle. Mais voilà, elle fait avec. Elle a une attitude qui est pas agressive, mais elle a les poings serrés, on sent qu'elle est déterminée, qu'elle sait où elle va et qu'elle sait ce qu'elle veut. Et donc elle arrive depuis la Cambrie, et on va dire que c'est à l'est. Eh ben, Je crois que c'est au nord-est, la Cambria. Parce qu'il y a la Et ben Cambria elle arrive en du soi. nord-est. tu vois probablement cette tour blanche, quoique d'un peu plus loin. Tu arrives par une des anciennes routes pavées que les Romains avaient construites qui allait vers la Cambrie précisément, qui est la Bishopgate Street. Et bientôt tu te retrouves en face de la porte éponyme de Bishopsgate. Est-ce que tu souhaites traverser la ville ou contourner?
Je précise que vous êtes toutes et tous accompagnés d'un écuyer. Oui, on a dans notre feuille, c'est écrit en bas à droite. Ah Ouais. non, remarque, moi, il n'y a pas son. Mais... Non, il n'y a pas, c'est une compétence. Ok. Si- Non. Ah oui, D'accord. C'est utile, Ok. c'est utile en tournoi parce que tu as besoin de quelqu'un pour aller te récupérer des trucs. D'accord. en effet. Non, je vais traverser la ville. Mon écuyer se trouve devant mon cheval, en fait. Il me précède. Ok, très bien. Qu'en est-il de Sir Evrin? Est-ce que tu traverses la ville ou est-ce que tu la contournes? Ah non, moi, je traverse la ville, je salue les gens. Et je me fais voir, quoi. Pour le coup, vous qui êtes plutôt on va dire de la campagne, si tant est que la notion de campagne existe à l'époque, là en tout cas vous êtes vraiment dans ce que les Romains appellent l'URBS, c'est-à-dire vous aurez rarement dans votre vie vu une telle concentration de gens. Vous êtes assaillis par l'odeur de plusieurs milliers de personnes qui vivent au même endroit sans système moderne de tout à l'écoup. Donc vraiment c'est une cacophonie, il y a des gens dans tous les sens. Vous êtes un peu étonné aussi que les bourgeois, les gens qui habitent la ville ne semblent pas vraiment vous porter le respect qui ici à votre rang, là où d'habitude les vilains s'éloigneraient, voire vous acclameraient ou s'aplatiraient devant vous, les bourgeois ont l'air de traverser devant votre cheval sans même s'excuser, sans même vous payer quelconque attention. Est-ce que vous pouvez tous les deux me jeter un D20 s'il vous plaît? Fichtre. Un 2. C'est un Un 2, 7. aïe aïe aïe. Moi, je pense que je suis distrait dès que je vois aussi un petit peu des auberges ou des, je sais pas, des saltimbanques, tout ce qui peut être un petit peu distrayant. Je pense que ça fonctionne très bien sur moi. Oui, eh bien tu crois pas si bien dire parce que tu finis par, tu suis un moment, tu crois apercevoir l'arrière d'un ours, tu te dis que c'est peut-être un montreur d'ours, puis après tu y vois quelqu'un qui a l'air de jongler, tu t'approches, c'est intéressant. Puis après tu entends de la musique, donc tu tends l'oreille pour t'approcher de cette... et tu finis par te retrouver dans un dédale de ruelle où tu es parfaitement paumé. Dame Linel, combien as-tu J'ai fait? fait un 7. Un 7. Tu entends un gros plonk sur ton bouclier. Ah, En tournant la tête, tu te rends compte qu'il y a une immense fiente d'oiseau qui barre l'aigle de ton écu. Tu auras une pénalité d'attrait jusqu'à ce que tu parviennes à la nettoyer. On n'en parlera pas au bar, t'inquiète pas. super. T'inquiète pas, ça sera pas dans les légendes ça. Magnifique. Ton écuyer, c'est un jeune garçon, une jeune fille? C'est un garçon. C'est un garçon qui est plus âgé que moi. Ok. Plus âgé que toi? Mhm. Ça marche. Ça doit... Alors, point lore, normalement on est écuyer jusqu'à ses 16 ans à peu près. Donc ça doit pas être une flèche s'il est plus âgé que toi. Voilà. Bah, c'est celui qui est mentionné sur ma fiche. Il s'appelle oui. Philibert. Il est bien brave. C'est très inhabituel, c'est tout ce que je dis. Il se tourne vers toi, il rougit un peu, il dit oh, Dame Linel, vous inquiétez pas, je vous enlèverai ça dès qu'on aura un instant pour se reposer. Aucune urgence. Allons là où on doit aller. Malgré tout, tu distingues plusieurs personnes qui se donnent des coups de coude et ont l'air de rire un peu de toi en pointant vers le bouclier. Je les fusille du regard et je serre encore davantage les poings. Et bien justement, tu vas me faire s'il te plaît un petit jet. Alors d'abord, est-ce que tu as des traits célèbres s'il te plaît? Bien sûr. J'ai un trait célèbre qui s'appelle Rancunier. Ah, c'est bien ça. Il est bien celui-là. Ah oui. Il est pas mal, hein. Moi je cherchais s'il y en avait pas un qui était genre colérique, mais rancunier c'est pas mal aussi. Non, j'ai Rancunier. Surtout que c'est face à indulgent. Bah ouais. Est-ce que tu comptes essayer de t'opposer à ton trait de rancunier ou est-ce que tu comptes agir en accord avec? Et si tu veux t'y opposer, il faudra que tu réussisses un jet d'indulgent. Ça va être compliqué de réussir un jet sur un 4 là. Ouais, si je vais essayer de résister. Faut être joueur dans la vie.
Donc fais-moi déjà ton jet de rancunier pour voir si tu échoues éventuellement à ton jet de rancunier. Alors, j'échoue mon jet de rancunier. C'est vrai? J'ai fait un 18 Eh ben sur très un bien. 16. Tu as maintenant une chance de faire un jet d'indulgence, ce qui forcerait dans l'autre sens. Non. Ok, C'est et bah pas- tu c'est peux pas bon non décider. plus. Ah, ouf. Oh, ah là là. Drama hors notre drama. Parce que t'es indulgent avec le plus dur. Ton écuyer commence, tu vois, avant même que tu lui aies donné l'ordre, tu vois qu'il est en train de saisir une de tes lances et qui s'apprête à te la tendre, parce qu'il s'attend à ce que tu fonces dans le tas. Je pense que je me prépare à le faire et je pense que visiblement je m'apprête à le faire, mais quelque chose dans son regard et dans son attitude me dit non, n'y va pas. Et ça me retient d'y aller. Et donc je me maîtrise. Très bien. Tu continues. Pendant un instant, tu te sens déshonoré avant de te rappeler que l'indulgence et la miséricorde est une des charités, une des valeurs chrétiennes qui est ta religion, donc tu agis en accord avec elle-même. Donc je ne te pénaliserai pas en honneur pour avoir réussi à résister à un éclat de colère. Quelques minutes après, arrive maintenant en vue des murailles de Londinium. Je crois que c'était Sir Asterius. Oui. Tout à fait. Que je vais laisser se décrire. Eh bien, Astérius a le teint allé, beaucoup plus que la majorité des gens de l'île. Quand il s'adresse à vous, vous allez entendre un léger accent chantant qui vient... visiblement pour vous, ça viendrait du sud, mais où exactement vous auriez du mal à le placer. Il est bien rasé et il se rend compte en s'approchant de la ville que c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'air d'adopter dans le secteur en termes de mode, mais il est bien rasé et il a qu'une envie, c'est de découvrir cette ville qui lui est complètement étrangère, parce que lui, il vient de Constantinople, et disons que les choses sont légèrement différentes là-bas, mais il est content de cette aventure. Il a toujours eu l'âme de voyageur et il a rarement eu l'occasion de pouvoir en profiter justement pour voyager. Là, on lui a donné cette mission, donc qui compte honorer du mieux qu'il peut. Très bien. Toi, tu es assez choqué par... déjà, on est en janvier, il fait extrêmement froid et gris. Oui. Les sabots de ton cheval s'enfoncent dans la boue, les routes pavées ont l'air d'être très peu entretenues. Et surtout, tu distingues 2-3 chevaliers qui te précèdent ou qui te suivent, regarder les murailles avec des yeux exorbités et une bouche béate d'admiration. Et tu peux pas t'empêcher de rire un peu devant la petitesse de ces murailles face à celle de la ville de Constantinople. Qu'on dit Certes. imprenable. Elle manque du faste de Constantinople. N'est-ce pas? Tu vois aussi que dans la ville, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est une petite ville. Les bâtiments sont pas très hauts. Ils enjambent à moitié la rue, obscurcissant le ciel. Tu passes par la ville? Tu m'as dit que t'étais pressé de la découvrir ou pas? J'étais pressé de la découvrir, donc je vais passer par la ville, ouais, en essayant bien sûr d'avoir des points de comparaison par rapport à la ville d'où je viens. Ça marche. T'as quand même ton écuyer. Ton écuyer, c'est un local ou c'est quelqu'un que t'as ramené de tes contrées lointaines? Non, c'est quelqu'un que j'ai ramené avec moi, ouais. Il échange avec toi en grec à voix basse.
quelle ville nauséabonde. C'est sûr que je m'attendais à mieux, mais qui sait, peut-être que les autres quartiers vont remonter le fast qu'on attend. Maître, êtes-vous sûr qu'il s'agit bien de leur capitale? Assurément, cela ne peut pas être Londinium. Il me met le doute. Pendant quelques secondes, j'hésite à arrêter un passant pour lui poser la question. Mais disons que si autour de moi je vois d'autres chevaliers. Tu peux, si tu le souhaites, faire un jet d'identification. C'est une compétence. Alors, oui. Pourquoi pas. Et c'est assez simple, donc tu peux te mettre un +3. Alors, attends. Identification. Ouais. Donc, je lance un D20. Ouais. D20 plus 5. Non, tu dois faire inférieur ou égal à... inférieur ou égal à Ouais. 5. Donc D'accord. à 8, du coup, parce que je t'ai donné un +3. Ouais. Bah écoute, c'est 8. Donc c'est un succès critique. Il est fort. Je prends. Donc le temps que tu as passé à étudier des écrits sur le chemin n'a visiblement pas été utilisé en vain, puisque au contraire, tu es sûr qu'il s'agit bien de la ville de Londinium. Tu reconnais tous les quartiers, toutes les portes. Tu sais que tu viens de pénétrer par la porte de Moore's Gate. Tu reconnais la Tamise, évidemment. Tu reconnais aussi la rivière Walbrook. Vraiment tous les lieux un peu mythiques. Tu commences à les décrire à ton écuyer. À l'est de la ville se trouve la Tour Blanche. À l'ouest, on trouve évidemment le Castel Lude, qui est un ancien château monté sur une garnison romaine. Et puis, évidemment, et tu voulais la voir, une des merveilles de la ville de Londinium, c'est la cathédrale Saint-Paul, qui vient juste d'être achevée. Là, pour le coup, ton écuyer devient silencieux et assez respectueux devant le volume, les volumes gothiques de cet important édifice religieux. Je prends un moment pour apprécier ce que j'ai devant moi. Alors que tu arrives devant la cathédrale et que tu la regardes, il y a quelque chose qui t'étonne un petit peu. Plusieurs chevaliers semblent tirer sur quelque chose. Ils en mettent énormément de force. Puis il y a comme un peu une petite file d'attente de gens qui se relaient pour tirer cette étrange... Visiblement, c'est une épée fichée dans un bloc de pierre. Probablement une petite tradition locale. Ça ne me dit rien. Fais-moi un jet de folklore, s'il te plaît. J'ai mis la carte vite fait, pour ceux qui veulent voir. Ah, Alors... Ah. 20. C'est un échec critique. Oui. Tu reconnais tout à fait de quoi il s'agit. Tu as d'ailleurs vu des Saxons s'exercer à une variante de ce jeu. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle la tire. Alors d'habitude, ça te paraît bizarre parce que d'habitude c'est plutôt avec une corde, avec deux équipes. Mais tu dis que ça doit être une variante solo qui a été inventée par l'île de Bretagne. Ils sont vraiment originaux, ces Bretons. C'est marrant la coutume ici. Une forme de défi viril peut-être. Et moi, j'explique ça. Hein. Tu es sûr de moi, j'explique ça à mon écuyer. Bah, il est très intéressé, il a l'air d'écouter. Limite, s'il pouvait prendre des notes, il le ferait. Alors que l'heure de... Donc vous arrivez bientôt en vue du champ dans lequel la mêlée doit se tenir. On a désigné en fait une partie, donc l'ouest de la ville, entre Watling Street et Fleet Street, sur plusieurs acres de terre qui ont été ceints pas de murailles, mais de
barrière en bois. Et puis vous voyez de nombreuses, au-delà de cet endroit, de nombreuses tentes de chevaliers ont été plantées visiblement et attendent l'heure de la mêlée. Vu que tu as fait un succès critique sur ton jet d'identification, tu peux me faire aussi un petit jet sur la table aléatoire des rencontres de Londinium avec avantage. Donc tu peux jeter 2 des 20 et choisir le plus élevé. Ok. Ami Astérius. J'ai fait 16 et 13. Tu trouves un décide de niais d'argent par terre. Ok. Bon, tu t'abaisses pas à aller ramasser toi-même, mais tu peux, si tu le souhaites, pointer du doigt pour ton écuyer et puis les ajouter à ton inventaire. Je vais lui faire un signe de tête discret en lui montrant le sol. Il stoppe son cheval, il met immédiatement pied à terre, il les récupère, les essuie contre le pan de sa tunique et les place respectueusement dans ta bourse qui est dans les fontes du cheval que tu montes. Non, mais c'est pour toi. Pour moi, maître ? Eh bien, tu les as trouvés, non? Mais c'est-à-dire que c'est vous qui les avez vus le premier ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu peux cocher généreux, s'il te plaît. Ok. Il dit merci, mon maître. Il cache les pièces dans sa bourse, du coup. Remonte sur son cheval et puis se remet en route. Alors que les chevaliers commencent à fourbir leurs armes, équiper leur bouclier, une silhouette arrive au triple galop. Et ça va maintenant être à ton tour, Julien, de décrire. C'était dur ce matin, ok. Ok. Donc là, en l'état, vous voyez un jeune chevalier. Alors, flambant neuf, ce n'est pas vraiment le terme que je choisirais. Donc, vous voyez donc Sir Cadwallon qui arrive avec une armure qui, visiblement, n'est pas de prime jeunesse, qui a été sans doute portée plusieurs fois et plusieurs années, rafistolée avec des moyens rustiques. Tout comme l'accent de ce jeune homme qui arrive des étoiles dans les yeux, mais la petite goutte de sueur sur le front parce qu'il sait qu'il est en retard. En l'état, il était très occupé à découvrir le nouveau monde, découvrir ce que c'était l'aventure et répandre la foi, la charité chrétienne, bien entendu. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte de l'heure et de la distance à parcourir, histoire de rejoindre Londinium. Donc, il est passé de Salisbury de l'Ouest jusqu'à Londres en droite ligne, à peu près, en traversant les villages au pas de course, en préservant du mieux la relique que lui a été confiée par papa finalement. Donc qui est en train de... en plus, alors juste, je veux bien savoir ce qu'il y a dedans, parce que j'ai vu que c'était marqué fiole de verre, mais je suis pas sûr de ce qu'il y a dedans, au niveau de la relique. Eh ben, tu crois pas si bien dire, t'es pas sûr de ce qu'il y a dedans. C'était un truc, mais c'est religieux, c'est sacré, t'inquiète. D'accord. C'est une relique. Moi, ça me va. Moi, que je sache pas, ça me va encore mieux. Relique sacrée, cherche pas. Pointe un bout de foin. Ok, donc du coup, voilà, il a. Tu peux te dire qu'effectivement, ça pourrait valoir le coup de l'amener à une autorité chrétienne, peut-être par exemple à l'évêque de Londinium ou à l'archevêque de Bretagne, s'il est là. Ça peut être rigolo. Pour faire le machin. Techniquement, la course effrénée me tire quand même quelques grimaces quand même sur le trajet, parce que bon, au niveau de ma jambe gauche, voilà, j'ai une sorte de patte folle qui me fait un petit peu mal de temps en temps, et bah malheureusement, ça se voit avec les sauts du coup du canasson. Je pense qu'à mon avis, j'ai dû prendre le percheron familial, et j'arrive du coup tout content, mine de rien, malgré un peu le stress d'arriver en retard, parce que bah waouh, Londinium, la grande ville, l'aventure, la noblesse, et j'espère très sincèrement y trouver un seigneur et me montrer digne, même si bon, pour l'instant, niveau ponctualité, c'est pas encore ça. Ah, la chevalerie, ça viendra plus tard. C'est ça. Très bien. T'avais fait un échec critique, non? Non, j'avais fait je sais pas, j'ai fait un 17 sur un 10. Ok, non, c'est bon, tout va bien alors. C'est quand on fait un... donc tu arrives un peu décontenancé et tu te rends compte qu'en fait la plupart des équipes sont déjà constituées.
C'est-à-dire que en fait, la mêlée, donc la façon dont se déroule un tournoi en mêlée, c'est qu'il y a plusieurs groupes de chevaliers qu'on appelle des courroies, des conrois, pardon, qui en fait comportent entre 5 et 15 chevaliers. C'est un peu les mêmes unités que ce que vous avez sur un champ de bataille, qui s'affrontent en équipe, mais avec pas vraiment de règles, si ce n'est qu'on utilise des épées émoussées. Donc l'intérêt d'utiliser des épées émoussées, c'est que le risque de mort est plus faible, quoique présent. Et le but du jeu consiste à désarmer, mettre à terre ou d'une manière ou d'une autre neutraliser les chevaliers adverses, dans le but déjà d'accumuler de la gloire et du prestige. Ensuite, si vous arrivez à défaire des équipes ennemies, ça peut faire de vous le dernier debout et donc potentiellement le vainqueur du tournoi. Et surtout, à chaque fois que vous abattez quelqu'un, vous avez l'opportunité de demander à votre écuyer de ramener cette personne à l'arrière afin de la rançonner et donc de se faire du bif. Donc il y a un peu des chevaliers professionnels qui sont là pour assister au tournoi. C'est histo, ça d'ailleurs. Moi, pour le coup, je regarde ça de manière assez calme, c'est-à-dire que peu importe avec qui je vais être, en soi, je suis là pour me démarquer, essayer de trouver un potentiel futur seigneur. Donc la main du Christ me guidera là-dessus. Si je dois trouver quelqu'un, je me démarquerai aujourd'hui, quelle que soit l'équipe. J'ai pas d'inquiétude. Donc vous les autres qui étiez là avant. J'ai retrouvé mon chemin, c'est bon? Ah oui, alors bah toi tu vas arriver à peu près sur ces mêmes entrefaites. Donc tu vois un chevalier qui a l'air aussi paumé que toi visiblement, qui vient d'arriver, qui a l'air d'être tout rouge, qui transpire. Ça va mon ami? Sirévrin. Bonjour. Vous pouvez tous les deux faire un jet d'identification pour voir si vous arrivez à voir qui est la personne en face. Ouais. Si je te reconnais, c'est un miracle. J'ai du 18, donc pas du tout. C'est non, c'est 17. J'entends une voix dans la foule, moi. Mais vous êtes qui? C'est complètement ça, ouais. Je vois que vous avez fait un long voyage également. Ah, tu vois. Ma main se tend pour saluer pour le coup et se réfrène. Bonjour. Je me reprends un petit peu. Enchanté, Sir Cadwan. Oui, voilà, c'est ça. Bonjour. Je trouve que c'est son premier échange formel du coup avec un autre collègue. Il sait pas du tout comment faire. Je crois que nous sommes à l'heure, mais de peu. Oui, oui, on est à l'heure. Tu vois qu'il essaye très fort de garder sa posture. Vous n'avez pas encore d'équipe. Nous pourrions peut-être affronter du coup cette épreuve ensemble. Écoutez, je n'osais pas vous le proposer. Je crois que le destin nous a mis sur la route l'un de l'autre. Je vois ça comme une opportunité à saisir, pour ce qui me concerne. Eh bien, ce sera un honneur de faire front avec vous, du coup, contre les autres équipes. Plaisir partagé, mon ami. Mais je regarde combien il y a de membres dans les autres équipes. Ils sont globalement entre 5 et 15. Ah Non, mais adieu, il va devoir... Ouais. On va passer commande. Sir Cadvalon, je crois que... Je ne doute pas de la force de vos bras, ni du maniement de votre épée, mais... Je crains que nous ne soyons que deux. Ah, tu m'étonnes, tu m'en parles pas. Oui, donc nous allons chercher bien sûr du renfort, évidemment. C'était pas concevable d'y aller aussi peu. Donc, nous pouvons chercher quelques... Est-ce que je peux faire, dis-moi, Gobelin, un petit jet pour voir s'il y a d'autres gens un peu du coup perdus, qui cherchent à droite à gauche, tu vois, le regard de celui qui cherche, quoi. Ouais, tu peux me faire un jet de vigilance, s'il te plaît. Ok. 8. C'est un succès critique, ça, non? Attends, je regarde vite fait au niveau de ma stat. Attends. Vigilance là-dessus, c'est... Cadvalon. Rappelle-moi, il a vigilance là-dessus? Il a 7. Dans les c'est compétences. C'est pas grave. Tu échoues tu vois des gens, mais malheureusement autour de toi il y a que des personnes qui assez ostensiblement, quand tu commences à marcher vers elles, se détournent. Et tu croises un moment un petit homme d'un air affairé qui se balade avec un jeune garçon qui a l'air d'avoir un pupitre sur le dos avec une bougie à moitié fondue dessus. Parfait, ça fera l'affaire. Il est en habit de clerc. Et il dit chevalier, dépêchez-vous de rejoindre vos équipes, on va pas tarder à commencer la mêlée.
Bien sûr, nous faisons mieux pour rassembler quelques compagnons. Est-ce que vous auriez Ah, peut-être vous n'avez pas encore d'équipe? Non, je viens d'arriver malheureusement. Enfin, J'ai c'est un- très irrégulier, vous êtes censé être déjà inscrit dans le registre. Mes excuses, monsieur. Je fais au mieux pour lui. Est-ce que je peux voilà, faire quelque chose pour faciliter les choses? J'ai déjà un compagnon, du coup, juste Ah là-bas. bah, il faut le temps d'écrire, hein. Vous savez, le temps que ça me prend d'écrire des lettres avec ces foutues plumes. J'essaie de héler Sir Evrin. Sir Evrin, venez s'il vous plaît. Ah, Nous devons nous inscrire du coup rapidement si nous voulons participer. Il regarde, il dit bah vous êtes drôle, des courroies avec encore des places, il y en a plus beaucoup. Au stade où j'en suis, je pense, monsieur, que nous prendrons à peu près n'importe qui. Vous pouvez peut-être tenter, a priori, il y a une partie des chevaliers du roi, allons, le roi de Carmélide, il va qui cherche ce truc. Léodagan de Carmélide. ce sera un honneur. Et bah, il paraît qu'une partie de ces chevaliers s'est perdue sur le chemin ou a fait une mauvaise rencontre. En tout cas, il lui manque plusieurs personnes. Je touche ma relique. Eh bien, parfait, du coup, l'occasion est belle. Merveilleux. Sir Evrin, si ça vous convient, bien sûr. Je suis au service du seigneur Léodagan. Ce sera un honneur que de le servir une fois de plus. Si vous souhaitez Alors, c'est entendu, m'accompagner, parfait. avec grand Ah plaisir. bah, ce serait un privilège, un privilège. Je vous suis alors. Eh ben, bah, dépêchez-vous, je vous inscris, hein. On part du principe qu'il dit oui. Commence à écrire, tu vois que il a la langue qui sort, il prononce les lettres au fur et à mesure qu'il les écrit. Ça a l'air d'être extrêmement douloureux pour lui de tracer des lettres, et tu vois qu'il a du mal à suivre une page. Enfin, tu sens que tu penses qu'il s'est fait virer de 3 monastères copistes avant de se reconvertir comme écrivain public, quoi. Tout va bien, mon ami? Oui, non, ça va très bien. C'est juste que Evrin, c'est avec un N ou avec un 1? V-R-A-I-N. Oui, bah, je l'aurais écrit comme ça. V-R-A-I-N. Essayez de pas écorcher mon nom tout de même, cela me chagrinerait un petit peu. Je suis un clerc tout de même, jeune homme. Je lui donne une petite pièce pour vos services, mon ami, et pour votre indulgence quant à notre retard. Tu peux t'enlever un denier, s'il te plaît. Et cocher charité. Pendant ce temps, Linel et Astérius... Charité? Généreux, non? Généreux, oui, pardon. Ouais. Il n'y a pas charitable? Il y a généreux. Il y a miséricordieux. Non, bah, ouais, bah généreux, c'est bien. Ok. Vous étiez en avance et vous aviez déjà vous pris le souci de vous inscrire. Effectivement, vous avez compris que plusieurs personnes cherchaient des gens et on vous a globalement conseillé trois groupes. On vous a dit d'un air un peu sombre que si vraiment ce que vous vouliez c'était gagner, beaucoup de gens pensaient que les chevaliers du roi Lot étaient probablement les favoris cette année. Enfin cette année, lors de ce tournoi. Ils ont une réputation assez terrible. Et que par contre, effectivement, une partie de la garde du roi Léodagan s'est visiblement perdue en route. Et qu'il était à la recherche de chevaliers valeureux pour le servir. Est-ce qu'on peut connaître en avance la composition des équipes? Ouais. Comment est-ce que tu veux t'y prendre? C'est juste par la réputation? Par la réputation, et j'interroge le type qui inscrit les noms pour savoir un peu de comment se composent les deux équipes. Très bien. Les origines des chevaliers, plus précisément. Il commence par te parler des chevaliers. Il dit donc ça va être le même Gugus que vous avez croisé un peu plus tôt avec son enfant, avec sa bougie à moitié fondue sur le lutrin qui est en train d'écrire des choses. Écoutez, vous voulez savoir... alors le Léodagan est un homme qui a une excellente réputation. Si ce n'est qu'on ne le donne pas vraiment gagnant à l'occasion de ce tournoi, parce qu'apparemment ses meilleurs chevaliers ne sont jamais arrivés. En revanche, si vous voulez remporter la bataille, les chevaliers du Lothian sont probablement les favoris, si vous voulez mon avis. Le roi Lot, une semaine avant, pensez bien, un homme aussi avide de pouvoir, il n'aurait raté ça pour rien au monde.
Je vais réorienter ma question, si vous voulez bien. Y a-t-il des Pictes dans l'une des deux équipes? Des Pictes? Grand Dieu! Pourquoi voulez-vous que des Pictes viennent combattre? Encore que... Justement, Alors, je ne le souhaite pas. il va faire le jet d'intrigue de sa vie. Il fait un 1, ce qui n'est pas un nat one, mais qui est quand même un succès. Oui, si j'ai bonne mémoire, le seigneur Lot du Lothian a plusieurs tribus Pictes qui lui prêtent allégeance. Peut-être, si vous voulez en rencontrer, aurez-vous meilleure chance là-bas. Non, inscrivez-moi dans celle de Léodagan, s'il vous plaît. Fort bien. Il est d'accord? Bon, Il de le son sera. plus. Il n'a pas vraiment le choix. Sur ces entrefaites arrive du coup Sir Astérius. Sans vraiment d'attache. Non. J'écoute la conversation d'une oreille pour avoir un peu une idée de quoi faire. Et au moment où il se tourne vers moi, enfin s'il se tourne vers moi, Oui, oui, tout à fait. je lui dirais s'il reste une place dans le groupe du Seigneur Léodagan, je serai volontiers disponible pour aller lui prêter main forte. Je vous laisse aller le retrouver dans ce cas. Il se met à écrire. Toi qui es probablement le seul à être vraiment lettré, tu vois qu'il a que de faibles compétences d'alphabétisation. Non, je pense que je le vois aussi. Il fait de son mieux. Du coup, vous vous retrouvez acheminé côte à côte. Ok. Et vous arrivez vers une tente sur laquelle flotte l'étendard du roi de Carmélide, Léodagan, qui a déjà revêtu son armure. Donc les armures, un point sur les armures, vous imaginez pas des armures de plate, hein, à l'époque c'est encore de la maille. Enfin à l'époque, c'est pas d'époque, je dirais, parce que en 6e siècle il n'y a rien du tout. Mais dans l'esprit du jeu en tout cas, l'armure qui est dominante, c'est plutôt des aumes, donc qui eux pour le coup sont en acier, et des cottes de maille, avec éventuellement des surcots par-dessus. Donc un homme au visage grave, cheveux noirs bouclés, un petit peu quelques traces de cheveux blancs dans sa tignasse, qui fait les 100 pas à gauche et à droite. Il dit mais que font-ils? Par le Christ, que font-ils? Je me rapproche de lui et je m'incline, enfin je mets un genou à terre. Ouais, alors ils seront peut-être, les deux d'avant seront là un Ah peu plus tôt. pardon, bien sûr, ok. Vous êtes paumés. Ouais, et c'est vous vrai, c'est vrai, étiez, ça fait. dans un manquable Peugeot. J'allais prendre la parole et finalement je fais un pas en arrière pour laisser à Dame Linel le soin de s'introduire. Je vais mettre un genou à terre devant le Seigneur. Et me comporter sursaute vraiment un peu, il se comme retourne. me comporter vraiment comme si comme si j'avais une allégeance pour lui. Mhm. Monseigneur, on m'a indiqué que vous manquiez de chevaliers dans votre équipe. Ce serait un honneur pour moi de la rejoindre si vous me le permettez, évidemment. Il jauge. Je n'ai que seuls 2 de mes chevaliers sont arrivés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je redoute qu'il leur soit arrivé quelques mauvaises rencontres, peut-être. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, madame, mais relevez-vous, je vous en prie. Je me relève et je réajuste un peu ma cotte de maille qui traîne par terre. Non, elle traîne pas par terre. Mais... Dame Linel, monseigneur. Il jauge un peu de haut en bas. Dit. Vous me proposez donc de rejoindre mon conroi. En effet. Très bien. Et je pense que je ne suis pas la seule et je jette un œil derrière moi. Oui, effectivement, il y a d'autres personnes qui arrivent. Au moment où elle dit ça, je tape 2 fois sur ma cotte de maille et je lui dis si vous avez encore une place, je serai enchanté de combattre à vos côtés, monseigneur. Une place, pensez donc. Avec vous deux, nous avons à peine le quorum pour avoir un conroi
Digne de ce nom. C'est le Christ qui vous envoie, ma parole. Vous êtes les bienvenus, chevalier. Je vous remercie. Sur ces entrefaites arrivent 2 autres chevaux. Je me mets à genoux à terre, je mets mon épée. Monseigneur, j'ai eu vent de la triste nouvelle que certains des nôtres étaient manquants. Que puis-je faire pour vous? Relevez-vous, chevalier, relevez-vous. Qui est votre ami? Je descends du coup à mon tour. Je tire mon épée de manière un peu trop cérémonielle, du coup un peu trop grandiloquente Ouais. pour vraiment montrer je suis un chevalier, vous avez vu, je suis un chevalier. En l'état, donc voilà, j'essaie de mettre un genou à terre, ça m'arrache un petit rictus de douleur là-dessus. Sire Cadwallon, pour vous servir, monseigneur. Je viens ici en quête d'un potentiel seigneur à servir et je viens aujourd'hui montrer ma valeur et mon courage. Ah, le seigneur est décidément toujours fournisseur pour les nécessiteux. Relevez-vous, chevalier. C'est avec grand plaisir et grand réconfort que je vous accueille dans mon convoi. Merci, monseigneur. Je me relève. Nos destinées sont désormais liées, en tout cas pour l'épreuve d'aujourd'hui. Sans vous, je n'aurais même pas pu participer. Je vous en remercie. J'espère que vous saurez vous montrer valeureux et que je n'aurai pas à rougir de vous laisser chevaucher à l'ombre de ma bannière. Monseigneur, je sais que la victoire nous était toute acquise aujourd'hui au vu des chevaliers qui vous servent. J'espère qu'il n'y a pas eu de manigance à l'encontre de ceux qui sont manquants aujourd'hui. Si tel en est le cas, sachez que mon épée à nouveau est vôtre et que si justice doit être rendue, j'en serai le vecteur. Tu vois que son visage s'assombrit un petit peu et dit en effet, j'aurais à faire toute la lumière sur cette affaire et à comprendre notamment ce qui a pu arriver à mes gens. Alors nous remporterons ce tournoi, monseigneur, et par la suite nous ferons la lumière si tel est votre désir. Je vous en remercie, chevalier. Vous commencez à entendre des corps qui résonnent dans la plaine. Et bientôt, plusieurs conrois tels que le vôtre se mettent en selle et puis commencent à avancer. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Hein, parce qu'il faut imaginer que, outre les chevaliers qui composent un conroi, ils sont suivis par autant d'écuyers qui sont également à cheval et qui transportent des épées, des boucliers en plus, des lances qui ont très facilement tendance à se briser. Et en fait, vous verrez que dans le combat, une des actions que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle une action d'écuyer, pour demander notamment à votre écuyer de vous amener un truc. Le roi enfile son aume, arrive au niveau de son écuyer qui lui donne, qui lui fait la courte échelle pour monter sur son cheval, se relève et dit alors en selle, compagnon. Alors qu'on se remet en selle, je pense que je m'approche de Sirévrin. Madame. Et je lui glisse discrètement vous avez raison, mais c'est sans doute l'équipe adverse qui aura agi dans l'ombre. On ne peut pas faire confiance aux Pictes. Et puis je me mets à mon cheval. Elle a balance. Ok. Je pense que si j'entends ça, je serre un peu plus du coup la main sur mon bouclier. Par anticipation. S'il y a des traîtres du coup en face, mon personnage commence à se tendre un peu à cette idée-là. Très bien. Vous mettez en chemin. Il y a un petit côté Hunger Games, c'est-à-dire que en fait, vous allez rentrer par, on vous désigne une entrée à différents endroits de la barrière, mais une fois que vous serez sur le pré, en réalité, vous savez pas vraiment sur qui vous pouvez tomber en face. Les règles sont assez simples, vous les connaissez tous, mais je vais rappeler pour les viewers et puis pour les joueurs, puisque pour les personnages. Le but est de défaire les groupes ennemis. Vous avez le droit pour ce faire de les faire tomber, notamment. On considère qu'un chevalier qui est tombé de cheval est censé se rendre. Il serait peu chevaleresque de refuser de se rendre à ce moment-là. Il en va de même pour vous. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais vous verrez qu'il peut y avoir des conséquences. Briser une lance n'est pas considéré comme une fin de combat en soi, c'est assez fréquent. En revanche, désarmer son adversaire pourrait, si c'est fait de façon chevaleresque, être assimilé par certains comme une fin de combat. Vous n'êtes pas encouragé pour tuer votre adversaire, même si ça peut arriver. Le fait de mourir en tournoi est un risque accepté par les participants.
Donc il n'est pas en soi déshonorant de tuer un de ses adversaires. En revanche, tuer un adversaire qui demande merci ou qui serait désarmé est extrêmement déshonorant, et pire s'il est chevalier. Voilà. Bientôt les corps retentissent dans la plaine, et vous voyez au loin plusieurs groupes de silhouettes qui commencent à rentrer. Donc on va maintenant passer en phase de bataille. Alors, c'est une bataille un peu spécifique, mais je vais vous expliquer un petit peu en gros la façon dont ça va se dérouler. Une bataille en fait est constituée d'un certain nombre de cartes rencontres qui étaient fournies dans le deck de base. Et c'est un peu le résultat d'un premier jet de bataille qui va déterminer si vous avez la rencontre par défaut ou si vous pouvez choisir une autre rencontre en fonction de votre niveau de qualité. Voilà. Au moment de rentrer dans la lice, vous avez entendu des rumeurs comme quoi les deux groupes qui entrent proches du vôtre sont les chevaliers de Gore et les chevaliers du Lothian. Donc, les chevaliers du roi Lot. Je vais maintenant demander, s'il vous plaît, un petit jet de bataille à chacune et chacun d'entre vous, afin de voir si vous arrivez à les discerner. Un jet de quoi, pardon, t'as dit? De bataille. 9 pour moi. C'est où, bataille? Ah oui, bataille. Ouh là là. C'est dans les compétences, normalement. Ouh là là. Alors 9, c'était pour Circa de Vallon. Ouais, là pour le coup j'ai 5 donc ça passe pas. Ok, donc 5 pour 4 Vallon, 9 c'était Astérius du coup. Non, j'ai fait 9 Non, pour c'était 5. 9 non, Ah, 9 Je pour fais 5. 9 et j'ai 5 en bataille. Autant pour moi. Astérius, il trouve pas bataille. Dans les son- compétences le- de C'est combat. dans Le carré marron. Voilà, c'est ça. Compétences de combat Ah, carré marron. moi, j'ai fait deuxième deux âge. pour ça. Merci. Donc on a un succès pour Evrin, un échec J'ai pour dit. 4 Vallon, 10 pour 5, donc échec aussi. un échec pour Linel Ça fait 5 pour 8. et un succès Oh. pour Astérius. Très bien. Joli. Du coup, j'arrive à 17 heures du coup dans la bataille comme, comme à l'entrée là, j'ai 3 heures de retard ou comment ça? Non, tout va bien, c'est pas D'accord. un échec critique. Vous êtes, pour le coup, Je demande. vous êtes ensemble. Outre le roi Léodagan, il y a 2 autres chevaliers que vous ne connaissez pas, qui vous accompagnent, qui ont l'air d'être des chevaliers de son royaume, qui visiblement le connaissent bien et qui se placent assez naturellement de part et d'autre de lui. Vu que vous avez réussi du coup le jet de bataille, enfin certains d'entre vous en tout cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir une opportunité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire la rencontre par défaut. Donc en gros, à votre gauche, vous distinguez les bannières des chevaliers de Gore. Donc ce sont des hommes qui viennent du royaume de Gore dans le nord. Et ils ont un aspect un peu archaïque, mais ils sont tout aussi forts que d'autres chevaliers. Et tandis qu'à votre droite, vous voyez un courroie particulièrement important, peut-être plus nombreux que celui qui est à votre gauche, et qui font flotter fièrement les bannières du roi Lot, de Lothian. Bon, normalement c'est le chef, donc le roi, qui prend la décision. Néanmoins, dans un but d'amusement, je vais vous laisser décider. Donc le roi a l'air un peu de prendre conseil autour de lui et dit alors mes amis, quel courroie voulez-vous commencer par défaire aujourd'hui? Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 au moral pour toute l'équipe. Merci.